Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! Hop, mode avion. Ça se trouve, ça sera pas du tout intéressant et je ne serai pas du tout vexé que tu ne l'utilises pas. Hein. Ah, mais Je veux bien être un cobaye. J'ai déjà fait cobaye pour des podcasts, genre ils avaient besoin d'un numéro 1. C'était pour dépanner un pote et je lui ai dit écoute, non. je viens et je suis venu, je vais parler de cinéma. Moi, je sors tout ce Et que je... remercier. Alors, du coup, tu vas pas me faire de l'ASMR Moi, je parle contact barbe parce que je sais... Non, là, on l'entend trop. On l'entend trop ? Ouais, on l'entend. D'accord, ok. Ouais, désolé, mais... Ok, d'accord. Juste, voilà. Parce que là, vraiment, j'entendais plus tes poils que toi. D'accord. Ou alors, c'est un concept. On me le dit pas souvent. Ou alors, on fait un épisode où... Mais parce que je pense que c'est pas les mêmes micros, voilà. Oui, au bout d'un moment, je me suis habitué à avoir une pause pour mes micros, une manière de parler. Et... Mais ça, ouais. ça va, c'est bon ? Oui, là, c'est L'audio est très bien. Ok, d'accord. Du coup, Dis-moi tout. donc, tu parles souvent de nourriture, tu fais des Est-ce que lives... je parle souvent de nourriture ? Mais ouais, en vrai, tu parles tout le temps de ce que tu vas manger, de ce que tu manges, de ce que tu... Je suis obsédé par la bouffe. Hein. Mais après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu la période du confinement. Ouais. Donc, la bouffe était le... Du coup, là, on va trouver un juste milieu entre l'ASMR barbe et là, rapproche-toi encore un poil. D'accord, là, comme ça. D'accord. Tac. Pardon. Oui. Ouais, il y a pendant le Il y a confinement. eu le confinement qui quand même a été un événement majeur de toutes nos vies. Bah ouais, il y avait toute cette problématique de il faut te faire la bouffe. Et donc forcément, les gens se sont encore plus concentrés sur l'aspect bouffe. Il y a les mecs qui faisaient leur pain, les mecs qui faisaient leur... Tous ceux qui avaient des petits jardins. Ah, regardez, c'est mes tomates et tout. Genre, chacun est rentré dans le cuisine game. Je pense que j'étais bien plus obsédé par la bouffe bien avant. Hein. Bien avant. Et moi qui suis et producteur et présentateur de podcast, je me suis toujours refusé à faire un podcast qui parle de bouffe parce que je pense qu'il faut laisser la parole aux professionnels. Et pourquoi aussi, je me sens... Tu fais à manger, donc tu peux parler de la nourriture. Pas que j'ai un complexe d'infériorité, mais je crois que c'est le syndrome post-Top Chef. C'est-à-dire que Top Chef, c'est que des petits génies de la cuisine. Ouais, j'ai été numéro 2 au Georges V. Ouais, moi, je suis machin. Genre, c'est genre... Est-ce que tu leur dis un truc compliqué, ils disent ah ouais, bien sûr. Et genre, ils te sortent la recette de tête et tout. Genre, le truc technique, le gâteau, parce qu'en plus, les gâteaux, c'est un peu plus technique. Ouais, vraiment, il y a des vrais professionnels de ça. Il y a des vrais connaisseurs de ça. Il y a des gens qui passent leur vie à ça. Et on les entend déjà beaucoup, du coup. Et peut-être que si... Ouais, on les entend beaucoup, c'est vrai. Mais peut-être que s'il y avait une part de frustration de mon travail, c'est de jamais avoir trouvé l'occasion d'en parler de cadre professionnel. Donc, c'est toujours rester dans un cadre amateur. Et surtout... j'aime bien le mot amateur en russe, ça s'appelle lubitel. Ça veut dire amateur, c'est de la sens. Dans amateur, il y a le mot amour, quoi. Je précise, je suis russe, donc oui, la cuisine dans laquelle j'étais exposé était tout le temps russe. Ma maman était russe, mon père était russe. Et la cuisine n'était pas, et toujours été un truc assez important. Sauf quand j'étais tout petit et que, comme petit, toujours des problèmes à manger. Tu manges de la merde, je mangeais des bolinos et tout. C'était vraiment dégueulasse. C'est quoi des bolinos ? Tu connais pas Bolino ? C'est vraiment notre gap générationnel. Non, j'ai pas grandi en France. En vrai, tu connais Cup Noodle ? Non. Les cup noodles japonais, tu sais, c'est les trucs... Ouais, les trucs où tu mets juste de l'eau chaude et c'est bon. Tu mets juste de l'eau chaude et ça fait truc. Bah, c'est l'ancêtre des cup noodles en version occidentale, en tout cas en Europe. Et tu mangeais ça quand t'étais petit ? Et je mangeais ça quand j'étais petit et mes parents étaient désespérés, une espèce de goût formaté auquel j'étais chelou jusqu'à un certain âge. Tu te faisais toi à manger quand t'étais petit ou c'était juste tu voulais manger que ça ? Tu sais, tu mets de l'eau chaude, hein, c'est pas compliqué. Et pour autant que je me souvienne, la bouffe est devenue vraiment importante le jour où j'ai pris conscience de l'importance qu'elle a pour ma mère. Ma mère elle écrivait des livres de cuisine. Elle a écrit plusieurs livres de cuisine. Et donc c'était un peu une professionnelle de la bouffe.
Ouais, on peut dire ça. On peut dire que c'est une professionnelle. C'est vraiment, oui, c'était une large part de sa vie. Et en plus, il partageait avec mon père cette passion de la mycologie. D'accord. Mycologie. C'est quoi C'était la mycologiste. Des champignons. Ah. Ouais. Pardon. Excuse-moi, c'était des mycologues, voilà. Ah. Voilà. Donc, je sais pas si c'est beaucoup plus clair. Mais du coup, ils étaient mycologues et amateurs. Enfin, amateurs, c'est-à-dire ils n'avaient pas de diplôme, mais ils connaissaient sur le bout du... Ils savaient reconnaître n'importe quel champignon. N'importe quoi, ils le reconnaissaient. Et ils m'emmenaient en forêt avec eux. Je regrette maintenant, parce que ce temps est révolu, mais je regrette de ne pas avoir fait plus ça encore, d'avoir partagé ce moment où ils m'enseignent les champignons. J'ai fait des heures et des heures de marche en forêt avec eux, parfois pour trouver... Et tu sais, quand tu fais 4 heures de marche en forêt pour trouver un petit champignon ridicule, mais que c'est une truffe, donc tu vois, t'es content. Ah ouais, ou que c'est ça une vaut le truffe, coup. ou une morille, tu vois, quand t'as fait 4 heures de marche, pour une morille, bah t'es content en fait, parce que ça te change un plat. Et ouais, non, la bouffe a toujours été importante, mais j'ai jamais trouvé le cap pour en faire. Ni les couilles, ni la vista. Enfin, les couilles, c'est pas le moment, mais genre j'ai jamais trouvé le bon truc, le bon déclic pour en parler. Et du coup, en fait, ma manière de m'exprimer en tout cas ce que je fais ou mes envies, c'est quand même Instagram en fait. Instagram qui est quand même un réseau ultra positif où les gens qui n'aiment pas ne regardent pas ou t'envoient Ouais, pas de message. Enfin, en tout c'est cas, positif, ouais, pour mais moi, en tout ouais, cas. ça, il y a une forme de dérive, mais que toi, tu n'as pas. Enfin, Oh, non, le côté non, fascination pour d'autres gens, qu'il y a pas mal ah sur non, si Instagram. les gens me stalkent pour savoir quels sont les ramen que j'ai fait, grand bien leur face. Et au contraire, je les encourage. Mais ouais, non, j'ai compris. Même si moi, en plus, même en termes de photos, je suis pas un mec qui me fait très bien en valeur les plats. Je suis Tu pas prends avec ton téléphone avec un vrai appareil photo. par mon téléphone, au contraire, hein, parce que moi, je sers le plat. Bah, il faut qu'il aille tout de suite, faut que je le fasse tout de suite, faut que je le serve tout de suite, quoi. Tu vois, je suis pas là pour. On Ah, n'est tu mets pas on- des trucs pour faire briller tout Non, ça. non, je suis pas un studio photo. Non, non, au contraire, parfois, j'aime bien laisser les trucs dégueulasses de la cuisine pour montrer qu'il y a eu du travail, que le plan de travail. Genre, non, je montrais le. Je veux. Au contraire, quand c'est des photos trop travaillées, je trouve pas ça sexy, alors que si tu montres Ouais, un peu brut. un plat un peu brut, dans la vérité du bol dans lequel il t'a été donné, dans ton restaurant chinois ou tu vois, dans ton plat, je trouve ça vachement plus sexy. Je trouve qu'il y a un truc super sexy dans la bouffe. Enfin, il y a un truc vraiment. Je sais pas. Enfin, je veux dire, j'invente rien. Hein. C'est genre, il y a un truc super charnel dans la bouffe, dans tout ce que ça peut. Je pense qu'il y a un truc de générosité interne. Genre, les gens qui, par exemple, n'aiment pas cuisiner, je me dis toujours qu'il y a un truc de. Il faut avoir le déclic. Peut-être qu'ils ont un déclic de générosité, un truc qui va se dire. Qui va faire que tout d'un coup ils vont se passionner par ça. Moi, je comprends, j'ai beaucoup de mal à me faire à manger à moi, mais pour d'autres, il n'y a pas de souci. Alors, par exemple, je vais te poser les questions. mais par exemple, toi, quand tu fais une cuisine, quand tu fais un plat, est-ce que tu regardes une recette sur Internet? Bah, quand c'est un truc que je teste, ouais, parce que... Est-ce que tu respectes à la lettre? En plus, il y a un moment où je faisais vachement de pâtisserie, et pour le coup, la pâtisserie, il faut c'est quand même très suivre les technique. règles, parce que sinon, c'est de la chimie. Tu peux pas jeter juste du sel par-dessus l'épaule. Bah non, ça va pas. Mais ouais. Mais du coup, tu es quand même un peu technique, tu suis le truc et tout. Bon, on m'a pas appris comme ça, moi, on m'a appris tu y vas. Ma mère coûtait même pas les plats, je sais pas comment elle faisait, mais... Mais du coup, elle écrivait quoi dans ses livres de cuisine? Ah, les cuisines russes. Et la particularité de la cuisine russe, c'est que c'est une cuisine, comme on dit, de fête. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent à la maison. Qu'est-ce que tu peux faire en très peu de temps Qu'est-ce que tu peux préparer avec d'un coup d'un seul et avoir une table remplie? Il faut voir aussi que la Russie est là d'où mes parents viennent, enfin, là d'où ma mère vient. Bon, les deux, mais bon, surtout précisément là où ma mère vient, c'était la misère. Les repas, c'était des patates souvent. Il fallait trouver des manières de rendre ça ludique. Leur mère leur a transmis ça, d'essayer enfin en tout cas à ma mère, de lui expliquer comment c'est rigolo, comment il faut être débrouillard et comment il faut être malin. Et je pense que j'espère, en plus je vis avec le souvenir de mes parents qui sont plus là, mais j'espère que j'ai gardé ça, de ce côté de j'ai des grains de sésame, allez je fous des grains de sésame et on s'en bat les couilles, on verra très bien ce que ça donne. Du côté fun, quoi, du côté fun de faire la cuisine.
il faut juste que je précise, on est en juillet au moment où je te parle. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud. Non, mais surtout, on sort du confinement et j'ai eu 3 mois de. Il n'y a que moi qui fais la bouffe à la maison. Ok. Et il fallait faire la bouffe midi et soir. Et je veux pas aucunement utiliser de termes grandiloquents tels que et accusateurs presque comme charge mentale, mais c'est-à-dire je sais ce que c'est que maintenant faire la bouffe pour quelqu'un tous les jours. C'est drôle parce que pendant le confinement, c'était pareil avec mon mec. Parce qu'en fait, moi, je faisais la vaisselle et lui, il faisait bouffer. Donc, Est-ce qu'à un moment il te l'a fait il t'a dit ah non là, ouais, à un moment, il m'a dit tu veux pas essayer de faire un peu des trucs de temps en temps. Ouais, Il en moi, à avait un moment, marre. je lui ai dit s'il te plaît, fais une lasagne. Enfin, des lasagnes. Fais des lasagnes, s'il te plaît, fais des lasagnes. J'étais ravi en plus, elles étaient délicieuses. En plus, il y a ce truc de, je pense, il faut ceux qui veulent pas cuisiner, il faut les pousser, il faut les encourager. Même si le truc est pas parfait, il faut voir le positif. Et moi, j'ai eu Faut un voir. truc, c'est que, je pense que c'est l'inverse de toi pour le coup, c'est que j'ai jamais fait à manger quand j'étais petite. Et parce que bon. Pourquoi tes parents ils Mais faisaient pas parce que non, mais en fait, moi, voilà, j'ai grandi au Maroc. Mm. Et du coup, qui dit Maroc dit quand t'as un bon niveau social, parce que voilà, par rapport à la France, c'est voilà. Et du coup, j'avais quelqu'un à la maison Ah, qui d'accord. faisait à manger. D'accord. Donc parfois, en fait, j'étais avec cette personne en cuisine, mais en fait, quand je suis arrivée en France à 18 ans, je sais pas faire à manger. Et j'en veux pas à mes parents. Enfin, j'en leur ai un peu voulu mais en fait, vous m'avez pas du tout préparé à plein de trucs. Donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est que j'ai pas le réflexe bouffe, le réflexe Le réflexe. le réflexe de me faire à manger. Ah ouais, je peux comprendre. C'est un cas intéressant de. Genre, j'ai jamais vu mon père faire à manger. Ouais. Jamais, même pas un œuf. Bah, si t'as pas l'exemple devant toi, c'est toujours compliqué. Ouais. En plus, parfois, tu peux prendre soit de ton père, soit de ta mère, qui parfois ont des habitudes différentes. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si t'as pas l'exemple devant les yeux, si t'as pas quelqu'un qui montre la voie. Ouais, l'habitude. Et personnellement, je crois beaucoup en la relation maître-élève en fait dans la vie. J'ai fait des arts martiaux. Je fais d'autres sports, je fais du yoga et je pense toujours qu'il faut avoir une relation maître-élève pour progresser, pour comprendre quelque chose. Et même si on n'est pas le maître de quelqu'un parce qu'on lui explique un plat, et même si on n'est pas l'élève, il y a forcément un truc de transmission, de disciple qui s'instaure. Et c'est un truc auquel je crois très très fort en fait. Quand j'ai fait du sport à la maison pendant les 4 mois, j'ai fait du Ring Fit. C'est quoi du Ring Fit ? Tu connais pas Ring Fit? C'est sur Switch, c'est un cercle et tu t'appuies et ces trucs. Et c'est du sport. Tu peux faire. Il y a un capteur sur ton pied, il capte les mouvements que tu fais. C'est très très bien fait. C'est comme la Wiimote ? C'est un peu, c'est l'héritage de la Wiimote. Ouais. Si Ok. tu veux, c'est l'héritage. C'est toujours Nintendo. Ils se sont fait vraiment beaucoup de blé par cette période, évidemment, parce que les gens pouvaient pas sortir faire du sport. Jackpot. Mais voilà, par contre, t'as pas de relation, c'est une machine, donc c'est pas une relation d'un prof, c'est pas quelqu'un qui te corrige, c'est pas quelqu'un qui te pousse qui t'encourage, qui te pousse à aller mieux, ou qui te remet dans le droit chemin si tu le fais mal. Et du coup, ouais, moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un truc d'échange, et je sais que pour ma grand-mère, parce que quand j'ai perdu ma mère, j'ai senti un vrai manque de merde, j'aurais tellement voulu en savoir plus, quoi. Genre, ne serait-ce que, tu vois, genre, ne préparer les légumes et des choses comme ça, elle m'a pas tout appris. Alors, du coup, il a fallu que. Alors, évidemment, tu peux dire qu'il y a YouTube, mais quand t'as quelqu'un à côté de toi et qui t'explique, donc, du coup, j'ai tout reporté sur ma grand-mère. J'ai même. Donc, la mère de ta mère ? La mère de ma mère. J'ai fait en sorte de même apprendre suffisamment d'argot langage dans ses langues à elle pour essayer de mieux communiquer avec elle. Parce qu'elle parle quoi ? Elle parle plein de langues. Elle parle plein de langues, mais parfois le russe ne suffit pas. Elle parle polonais, enfin voilà. Donc du coup, voilà, j'ai musclé mon jeu, comme on dit dans l'équipe de France. Et du coup, j'ai demandé comment on fait ça, comment on faisait le poulet farci de ton préféré de ton mari. Elle, c'était la femme à tout faire et elle m'a essayé de transmettre le maximum. Et en fait, je sais que inconsciemment, aujourd'hui, même si je fais un yakisoba ou je sais pas, un bulgogi ou enfin n'importe quoi ou des pirachki ou des côtelettes, quelle que soit l'ethnie quel que soit le pays d'origine de ce que je suis en train de préparer,
je sais qu'à un moment ou à un autre, dans le moment où je prépare, je suis en osmose avec ma famille, avec mes ancêtres, avec ceux qui sont plus là. Il y a un truc très... ça peut paraître mélancolique. C'est dans donc, le geste, en fait, aussi. hein, oui, tu reproduis des gestes et c'est un truc très... auquel je tiens, en tout cas. C'est un moment auquel je tiens et qu'on peut pas m'enlever. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont du genre, ah non, moi, quand je suis dans la cuisine, je suis le maître à bord et c'est mon moment et je suis dans ma bulle et tout. Moi, j'ai ce sentiment d'être un peu dans la bulle, mais en même temps, de me dire, à la fin, il y a quelque chose que tu fais plaisir à quelqu'un, éventuellement. Tu fais plaisir à quelqu'un, mais en même temps, tu utilises, tu les fais vivre aussi, tes ancêtres. Et j'aime bien ce sentiment. J'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer 2-3 trucs à mon fils. Mais le seul problème, c'est que la qualité de ma transmission n'est pas optimale. Mais pourtant, tu as une mémoire de folie. Non. D'abord, il y a une limite à la mémoire, mais surtout, elle est pas optimale parce que c'est pas les meilleurs gestes. Tu vois. Oui, il y a une forme de déformation, forcément. Oui. C'est-à-dire que peut-être que je fais un truc mieux que ma grand-mère et tout ça. Et je le sens parce qu'il y a des trucs, par exemple, elle me dit, ah, t'as mis ce produit-là, t'as mis cette herbe-là, j'ai jamais pensé mettre cette herbe-là dans ce truc. C'est vrai que tu peux faire des twists, là, machin, tu réinventes un peu des recettes. Mais par contre, par exemple, ce qu'on appelle lipitipilimeni, ça veut dire mettre des raviolis en forme. Okay. C'est les raviolis russes. Ça, elle a le meilleur geste. Elle a le meilleur geste qui est... parce qu'elle a les doigts, elle a 30 ans d'expérience. Oui, plus que ça. Elle a 80 ans d'expérience de pilimeni. Et donc, oui, elle a le meilleur geste. Donc moi, j'aurais jamais exactement le meilleur geste. Comme je n'ai même pas le meilleur mot pour le dire, puisque mon russe est moins bon que celui de mes parents, que celui de mes grands-parents. Donc, est-ce que j'arriverai à transmettre ça de manière optimale ou est-ce que la génération après moi, donc mon fils, va devoir faire un effort pour être meilleur? C'est des vraies questions importantes que je me pose. Que moi, j'étais là pour parler des ramen et des bulgogi. Non, je sais rien. Mais pourquoi tu devrais être meilleur ou aussi bon? Enfin, c'est une pression qu'on se met. Faut savoir un truc. Je viens d'une famille d'écrivains. Oui. Qui se sont toujours mis la pression. D'accord. Mon arrière-grand-père était écrivain, mon grand-père était écrivain, ma tante est écrivain. Ils ont tous au moins écrit un bouquin un jour dans leur vie, à part mon père et 2-3 autres personnes, mais genre vraiment, sinon ils ont quand même tous écrit à un moment ou à un autre. Leurs paroles, leurs pensées ont été réunies dans un bouquin. Donc oui, mon grand-père était plutôt un écrivain connu en Russie. Donc du coup, ils se sont tous mis la pression de oh là là, il faut que je fasse un truc, mon grand œuvre et tout ça. Moi, je m'en suis quand même détaché. Moi, j'ai écrit un bouquin sur le ciné, un autre sur Dragon Quest, tu vois, un jeu vidéo. Donc je me suis un peu détaché pas de cet héritage, mais au moins de cette pression. Mais t'as quand même écrit des bouquins quand même. Oui, j'ai quand même écrit. Et voilà. Et alors que s'ils avaient su aujourd'hui le PDF et aujourd'hui le bouquin a moins d'importance physiquement, même si j'adore les bouquins, mais je veux dire la qualité de l'héritage change. Je veux dire, c'est pas les bouquins ne sont plus une fin en soi. Je veux dire, ça peut être un disque audio. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être plein de choses. Voilà, donc ils se sont beaucoup mis la pression. Donc peut-être que au fond, moi, je me mets la pression comme ça. J'ai le sentiment que de toute manière, il y a des gens qui vont mieux faire le plat. Il y a des gens qui vont être plus équipés aussi. Ça, c'est aussi un truc important. C'est que pour faire un bon plat, il n'y a pas de mystère. Et je peux pas faire un accent genre pour donner un peu plus d'authenticité de terroir, mais il faut avoir des bons produits, tu vois. Tu vois, il faut... Non, mais vraiment, c'est la clé. Je veux dire, quand j'achète une burrata, je vais dans un endroit spécialisé pour la burrata. Il fait la meilleure burrata que je connaisse. Il la produit sur place. Voilà, je vais dans cet endroit-là. Je sais très bien que mon plat faire une burrata avec des tomates autour, hein, c'est pas un plat. Mais bon, mon plat a 90% de chances d'être meilleur que si tu prends une burrata lambda que t'auras gaulé. Voilà. Je sais pas si j'ai... Et là, c'est le moment où je suis censée te relancer. Je sais pas si tu veux me relancer. Mais oui, non. Donc, du coup, non, voilà, la qualité des produits. Il y a beaucoup d'éléments qui font que quelque chose est bon ou mauvais, mais je pense que je crois que les gens sont très tolérants avec ce que je fais. Parce que moi, je suis pas le... Genre, si je suis mon pire juge, genre, je fais...
ça manque de quelque chose, ça manque de machin, j'aurais mis plus de réfort, plus de quelque chose et tout. Et puis surtout, j'ai une peur des gros plats, les plats qui prennent énormément de temps. Il y a une anecdote dans ma famille qui est assez rigolote. C'était ma mère qui avait préparé un canard. Elle avait préparé un canard pendant 2 jours de préparation. T'imagines le truc, mijoté, machin, canard de... Moi, au bout d'un quart d'heure, j'en ai marre. Non mais alors canard 2 de jours, ouf pendant 2 jours de préparation, quoi. Et moi je serais devenu fou. Je serais devenu chèvre. Mais voilà, donc ce canard, elle le préparait. Il y a sa famille qui venait, son père, sa mère, tout le monde. Genre, c'était un gros stuff et tout. Et là, genre, arrivé à 2 heures avant, ou 1 heure avant le truc, elle dit merde, j'ai rien pour servir avec le canard. Elle avait oublié l'accompagnement. Genre, j'ai rien avec le canard. Et là, elle prend les pommes de fine de Franprix. Tu vois, les petites boulettes de pommes de terre. Paf au four, paf au four, 30 minutes, c'est fini, blam blam. Et du coup, elle sert le plat. Et là, mon grand-père, il dit, c'est incroyable, je n'ai jamais mangé une aussi bonne pomme de terre. Voilà, elle devait être un peu deg quand même. Elle était complètement deg, mais du coup, c'est resté, quoi. Parce que toi, tu cuisines plein de... Enfin, au-delà donc, de la bouffe que tu as transmis ta famille, voilà, tu cuisines aussi japonais, forcément français, donc coup, tu mélanges un petit peu tout ça aussi. Alors oui, c'est vrai qu'en plus, on parle de l'aspect je cuisine, mais en plus, je consomme. Hein. Je vais dans les restos, Mais oui, c'est vrai que j'ai été asiatisant une grande partie de ma vie. Enfin, je veux dire, je parle japonais, j'ai été une 40aine de fois au Japon. 40aine de fois? Ouais. Ah ouais. Bah ouais, en fait, si tu cumules, voilà. C'est pas les points, c'est pas les beaucoup points quand Air même. France, mais voilà, il y avait le travail et tout ça, donc une 40aine de fois, sauf cette année. Elle n'est pas finie l'année, hein, on sait jamais. Ouais, mais bon, là, je sens pas un gros événement arriver au Japon. Je suis censée y aller en octobre, je sais pas comment ça va être. Ah ouais, ils ont pas réouvert encore les on frontières. sait pas, mais ouais. Donc toi. Ou alors marie-toi avec un japonais très très vite. Et là, peut-être que ça pourra marcher. C'est une idée, ouais, pourquoi pas. Mais je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Tu as déjà été ? Non, jamais. Bon, non, mais écoute, c'est j'ai mon carnet d'adresses. J'ai mon carnet d'adresses et de conseils. Si ça dépend de ton itinéraire. Ah bon, on fait tout un truc, mais avec toute ma belle famille et tout, ça va être gros truc. Avec truc. la belle famille. Et en fait, parce que la mère de mon copain avait fait sa première année d'études là-bas et elle y est retournée plein de fois. D'accord. Donc là, c'est le pèlerinage. Enfin, elle y retourne et tout ça. Donc ça va être cool. Bah oui, mais surtout que tu y vas avec quelqu'un qui connaît. Ouais, et qui parle japonais. Enfin, bon, elle parle pas de ouf, mais elle parle un peu japonais, donc c'est cool. C'est qu'on va pas être en mode trop touriste. Enfin, elle va pouvoir un petit peu... Et puis elle a des copines là-bas, donc ça va être cool. Et la bouffe japonaise, ça vaut le coup d'y aller avec quelqu'un qui connaît un petit peu, parce que sinon, et ce que les gens ne remarquent pas trop, c'est que c'est une bouffe très standardisée, en fait. Il y a des critères de manière de faire les plats qui se ressemblent d'une région à l'autre. Donc c'est l'inverse de la bouffe russe, quoi. Là où tu me disais que c'était un petit peu... Là, au cuisine russe, c'est on improvise, on regarde. Après, tu peux pas improviser le fait d'avoir de l'esturgeon dans ton frigo, tu vois. Genre, il faut faire le déplacement. Mais bon, s'il faut improviser de la cuisine russe on the spot, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème. C'est pas très compliqué. Il y a plein de manières de faire. Beaucoup les Grecs se sont beaucoup inspirés aussi dans les tablés tzatziki, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses, tu vois, qu'on peut improviser. Cuisine japonaise, tu t'improvises pas grand-chose. Il y a des trucs qui me détaillent, qui me sidèrent dans la cuisine japonaise, puisque j'y pense. C'est leur usage de la mayonnaise et de la sauce. Ils mettent beaucoup de mayo sur certains trucs. Et par exemple, sur les chicken katsu, les tonkatsu, ils ont une manière de mettre la sauce par-dessus, comme ça. Ils font une espèce de petit liseré qui ressemble un peu au liseré du caramel macchiato du Starbucks. Et ça me sidère parce que moi, je déteste ça. Moi aussi, j'aime pas la mayo. Non, mais d'abord, j'aime pas la mayo artificielle. J'aime bien la mayo. Si tu fais de la mayo maison, d'accord, ok. Mais la mayo pouit-pouit, non. Ouais. Mais d'abord, j'aime pas qu'on mette un truc mou et humide sur un truc pané. Ok, c'est hyper précis. Non, mais je déteste ça. Genre, pourquoi tu ferais ça ? Pourquoi tu t'es cassé le cul à faire un truc pané et là, tu fais du truc mou ? Tu le ramollis. Et tout ça, tout ça parce que... Et alors, je leur ai déjà posé la question, pourquoi vous faites ça ? Ils disent, c'est comme ça qu'on fait. Mais alors, il y a un truc que peu de gens savent sur le... Enfin, je sais pas si peu de gens savent, mais un truc à savoir sur le Japon, c'est que tu peux pas customiser ton plat. Tu peux pas dire,
je voudrais bien un ramen, mais sans le petit Naruto ou sans le petit. Je voudrais bien un tonkatsu, mais sans la sauce par-dessus. Je voudrais bien. Tu peux pas faire ça. Il t'envoie chier quand tu dis ça. Non, c'est pas comme ça. Il va. Et pourtant, je parle japonais. Je peux très bien m'exprimer pour leur dire un truc aussi précis que ça. Et quoi qu'il arrive, ils font ça. Et je me souviens d'avoir un pote qui était musulman et il disait je voudrais bien un ramen, mais mettez pas le rondelle de porc dedans. D'abord, je lui ai dit écoute, tu sais que dans ton liquide, il y a du cochon qui a mariné pendant 2 jours, mais bon, peu importe. Mais il lui ramène, et ils n'ont pas du tout écouté ses désirs-là, il lui ramène ça. Et du coup, il n'y a pas touché. Mais oui, non, et tu peux pas customiser ta bouffe au Japon. Mais ouais, pourquoi je fais de la bouffe japonaise? C'était ça avant qu'on ouvre la parenthèse. Ouais, non, et pourquoi t'aimes ça? Parce qu'au-delà d'en manger, on peut en manger, mais de là à en faire. J'étais en train de regarder. Je voudrais me faire livrer des sushis, mais des sushis de professionnels, pas des sushis. Alors, par exemple, je suis un gros snob du coup. J'irai jamais dans un sushi tenu par des mecs qui font des brochettes de fromage et tout ça. J'ai pas de racisme pour la brochette de fromage, hein. Mais si tu veux, il faut pas faire ça. C'est des choses qu'on faut pas mélanger. Le sushi qui est quand même un truc très très précis. Et je crois que c'était une critique culinaire qui s'appelait Chihiro, comme le film, qui s'appelait Chihiro. Elle a écrit des bouquins, dont un bouquin sur les nouilles asiatiques. C'était très 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 précis. C'est vraiment très 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 pointu. Et elle avait écrit un truc très très vrai à l'époque où elle avait un blog, si t'imagines, c'était une éternité. Oh. Et elle avait dit non mais en fait, les restaurants comme on en voit sur rue Sainte-Anne qui vous proposent oyakodon, gyudon, ramen, sushi, et certes à la japonaise bien fait, mais qui vous proposent tout, bah c'est pas bien parce que la bouffe japonaise est très spécialisée et on peut pas tout faire bien. C'est comme un restaurant où tu arrives avec une carte gigantesque et il y a 2 milliards de plats. Tu peux pas faire bien les 2 milliards de plats. Si c'est des pizzas, ça peut passer, mais si des plats, tu peux pas faire bien les spaghettis, et bien la pizza, et bien le bidule, et bien le machin, et bien... Non, tu peux pas. Donc, si tu vois une carte avec tout dessus, fuis. Ou alors tu auras l'illusion que ça sera bien. Et j'imagine que là, s'il y a 2-3 mecs de rue Sainte-Anne qui m'ont écouté, ils doivent me détester parce que c'est souvent leur business de tout faire et pas génial. Genre, on te fait ton yakisoba, et on te fait ton ramen, et on te fait ton bidule. Mais du coup, il y a des restos. Bon, là, du coup... Ah non, pas les izakaya, bien sûr. Hein. Ouais. Je parle des restos. Ouais. Bon, là, désolé, on fait un podcast de Parisien, mais bon, écoute, désolé, on habite à Paris. Mais est-ce qu'il y a... je suis très pas de Paris dans mon cœur. Hein. Oui, non, mais moi non plus. Bon, on habite à Paris, donc voilà. Oui. Mais est-ce qu'il y a des bons restos japonais? Ah ouais, bien sûr. Ah non, mais il y en a des extraordinaires. Mais après, la bouffe japonaise, il faut mettre le blé. Mais j'hésite, tu veux quoi, je te file des adresses Je sais pas, ouais. En vrai, là déjà, j'ai faim, en fait. Là, j'ai la dalle. Et on enregistre vers 20h, moi, j'ai trop la dalle. Et là, en fait, j'ai repéré il y a un super bon sushi, vrai japonais, qui se trouve à Boulogne, et il livre dans l'ouest parisien, donc je suis en train de voir si je peux pas aller dans l'ouest parisien pour me faire livrer. Non, mais vraiment, j'ai calculé ça, hein, parce que, en fait, j'ai 4 jours ou 5 jours où je suis tout seul, il n'y a pas personne à la maison, donc je peux me faire manger ce que je veux. Et j'adore le poisson, et à la maison, elle aime pas le poisson. Et c'est un grand... Je te vends ça comme un drame shakespearien. Mais c'est genre, j'ai vraiment... je suis triste de pas pouvoir faire de poisson. J'adore cuisiner le poisson. Ça sent fort, en genre, plus, hein. Mais non, pas toujours, mais tu fais un steak de thon. Tu fais un steak de thon. Tu fais un steak d'espadon. Ça sent pas fort. Et à midi, là, tu sais ce que je me suis fait? Je suis allé chez le poissonnier parce que je me dis, tu sais, il y a des mecs, dès qu'ils ont la femme à dos tourné, les mecs, je sais pas ce qu'ils font, ils font dans les bars à striptease. Enfin, tu vois, le vieux cliché des vieux dégueulasses. Moi, je m'éclate. Moi, je me fais du poisson. Je me suis payé un pavé de saumon. Et là, je vois, et il y a des huîtres. C'est ça. Et je fais, putain, je me ferais bien une putain d'assiette d'huîtres. Et je me suis fait une 12aine d'huîtres. Tout seul. Et l'huître, j'ai découvert ça plutôt récemment dans ma vie, c'est-à-dire dans la deuxième moitié de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai une passion pour les oursins. Et je sais pas où je vais m'arrêter dans cette anecdote. J'ai une passion pour les oursins et j'étais en Tunisie. J'ai la famille par alliance en Tunisie.
et sur l'île de Djerba. Et donc, j'étais là-bas et je ramassais les oursins. Ça, je sais faire, fourchette, machin. Et faut t'imaginer pleine nature, soleil, presque nudité. Vraiment le contact avec la nature sauvage, voilà. Ok. Voilà, vraiment, j'avais juste mon panier à la main pour tout décrire. Voilà, panier à la main et mon couteau et voilà tout ça. Et là, je me dis putain, il y a aussi des huîtres. Je me dis c'est trop con. Genre, je ramasse des oursins depuis tout à l'heure, il y en a plein. Hein. Et je me dis mais pourquoi je ramasserais pas une huître? Elle est là devant moi, qu'est-ce que je fais? Et donc vraiment le contact, vraiment sauvage, nature. Je plonge la main dans l'eau, l'huître se ferme. Et là, je prends mon couteau et je la mange direct avec vraiment de la mer. Et tu sais quoi? Et là, j'ai eu un contact, genre, un des chocs culinaires de ma vie. Je me suis dit, putain, j'ai manqué tout ça, quoi. Toutes ces années où je voyais mes parents qui mangeaient des tonnes d'huîtres et qui m'en filaient pas parce qu'évidemment, c'est pas un goût d'enfant, en fait, l'huître. C'est pas un... Et là, tout d'un coup, j'ai eu le contact avec la mer. J'ai eu un contact vraiment charnel, ultra puissant. Moi, tout seul dans la mer, je suis tout seul, il n'y a personne autour de moi, avec mon petit panier, en train de cramer au soleil, parce qu'il faut le dire, Tunisie, souvent, tu crames au soleil. Et là j'ai eu un choc et je me suis dit, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je mange des huîtres. Et voilà, dès que je peux, je mange déjà des huîtres, j'aime bien les huîtres. Mais je sais pas comment on est arrivé à cette anecdote-là. Mais voilà, donc ouais, je me suis fait un plat de huîtres tout à l'heure. Donc là, tu vas aller te faire des bons sushis ce soir. Et alors, tu sais quoi, j'adore le péruvien, la bouffe péruvienne. Alors ça, je fais des ceviches de temps en temps, mais il faut que j'ai les invités parce que c'est pas un plat de maison, comme tu as bien compris. Et je fais des ceviches, et genre bonne dorade royale coupée, là, comme ça, clac, clac, clac. Ça sent pas en plus, ça. Genre dans le jus de citron, dans le machin, c'est trop, trop bon. La bouffe péruvienne, c'est la nourriture la plus sous-cotée de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment ce qui se fait de plus fin de ce que j'ai pu manger de ces dernières années. C'est pas pour rien qu'ils ont genre 2 restos dans le top 10 au monde. Hein. Ouais. Ouais, ils ont un gros chef qui s'appelle Gaston. Très péruvien comme nom. Gaston. Ah. Et j'y étais quand je randonnais au Pérou et je me suis rendu compte de l'importance de la bouffe là-bas. Et en fait, ce qui est génial avec le Pérou, c'est qu'ils ont tous les microclimats. Ils ont tous les climats. Donc, du coup, ils ont pas juste un maïs, ils n'ont pas juste 2 maïs, ils ont 50 types de maïs différents. Et je dis 50, mais ils en ont peut-être 100. Et du coup, et c'est pareil pour tout. Ils peuvent avoir l'agriculture, ils ont tout l'agriculture, ils ont toute la bouffe, ils ont tout l'élevage, ils ont le poisson, ils ont gagné à tous les Péruviens. Donc, si vraiment vous voulez faire le pays de la découverte culinaire, c'est le Pérou. Le Pérou, c'est extraordinaire pour ça. Et du coup, j'ai un resto péruvien pas trop loin de chez moi. Et dès qu'ils ont pu ouvrir, dès qu'ils ont ouvert, j'ai fait, vous faites à emporter. Ils font, oui, on fait des ceviches à emporter. J'avais la première fois que j'ai pris un truc à emporter, vu que j'ai tellement cuisiné, genre j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai fait, il y a un restaurant chinois extraordinaire pas loin de chez moi. Et j'étais trop heureux d'avoir leur petite aubergine, leur aubergine frite là. Ah là, c'est trop bon. Mais en fait, ouais, je suis un vrai passionné de bouffe et aussi, ouais, je suis un gourmet et en même, enfin, gourmet, c'est beaucoup dire, mais voilà, je suis un passionné de bouffe. La bouffe est importante pour moi. Je suis obsédé par la bouffe. Si je me retenais pas, je mangerais tout le temps. Je veux même pas penser aux histoires de surpoids et des choses comme ça parce que sinon ça me ferait déprimer. Si je suis aussi intensif en sport, c'est pour compenser la bouffe que je vais manger le reste du temps. Non, vraiment la bouffe c'est super important et ouais, non, et quand je découvre un resto et parce que je les sens en fait au bout d'un moment, mon seul pouvoir, mon deuxième pouvoir dans la vie, je ne parle pas beaucoup de mes pouvoirs, mais mon pouvoir dans la vie, c'est toujours bien manger au resto. Jamais je bouge jamais mal au resto parce que je sens là où c'est l'arnaque. Et j'ai un détecteur à bullshit de resto. Et je me souviens, il y a un resto qui était, je vais pas citer le quartier, mais c'était un resto genre où vous faites des raviolis à la vapeur. On a été dans le monde entier pour reprendre toutes les meilleures recettes de raviolis à la vapeur. Et sur la carte, il y avait marqué pour bien manger, il faut prendre au moins 6 raviolis. Et puis tu voyais que le prix, tu t'en sortais pour 40 €, genre de machin. Et genre, et là, moi je me souviens que j'ai dit à madame, je lui ai dit, attends,
tu vois, la carte, tu vas la reposer et on se barre. Et on se barre parce qu'il n'y a pas marqué pigeon là. Je déteste, je déteste me faire pigeonner. Et ouais, non, et du coup, ouais, non, c'est bon. Voilà, je n'ai pas de qualité, de cuisinier, loin de là. Tu sais bien faire à manger, c'est déjà pas mal. J'ai même pas la confiance suffisante. Mais c'est important pour moi et ça m'obsède. Mais j'ai trop de respect pour les vrais professionnels, ceux qui ont passé leur vie à étudier ça. Et même ceux qui arrivent à communiquer là-dessus, parce que tu sais, je vois François Simon et tout, c'est qui François Simon? C'est le critique culinaire, c'est un critique culinaire français qui est il est vraiment très très bon. Et en fait, quand t'es un vrai critique culinaire, mais même le mec là sur la 5 là, le petit à lunettes là, il me fait toujours rire. Tu sais, il est tout petit à lunettes et il va toujours chez les éleveurs de je sais pas quoi. Il est bien ton petit cassoulet, mon petit Léon. En fait, il a un truc de communicatif, quoi. Il y a un truc chez les journalistes culinaires, les vrais, c'est-à-dire ils ont un truc de savoir faire passer le. J'ai trop de respect pour eux pour ne serait-ce que essayer de daigner là-dessus, empiéter sur leur territoire. Mais ouais, non, quand je voyais les vidéos de François Simon en caméra cachée et que ça soit rigolo. Et point commun avec le seul point commun avec mon taf, avec le mien, et donc que quand je parle de cinéma ou de comédie française, c'est que quand il tombe sur un resto pourri et qu'il le dégomme, c'est tellement jouissif. C'est tellement jouissif. Et il a fait une série de vidéos, on l'a mis au défi d'aller dans les trucs de restauration rapide, quoi. Il les a tous faits, il a fait KFC, McDo, tout ça. Et celui qui l'a assassiné le plus, c'était celui que je déteste. Genre Subway. Ah, Subway, franchement, c'est pas dur à chier, c'est de la merde, quoi. Ah, c'est dégueulasse, Subway. C'est vraiment dégueulasse. On dirait du plastique. Ouais, mais en plus, il y a le sous-couvert de mais non, tu choisis ton propre légume et tout. Mais putain, tu peux pas te comparer à un bon bagel ou un bon. Vraiment, c'est dégueulasse, Subway. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment Subway. C'est à chier. Désolé pour tous ceux qui y bossent. C'est vraiment dégueulasse. Mais toi, après, le fast-food, j'ai une relation compliquée au fast-food. C'était la cuisine, c'était la bouffe de fête de mon père quand il m'accueillait en Normandie quand je venais le voir. Et genre, wouh, on va au McDo. Et genre, ouais, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas bien en fait. Mais lui, il continuait à aimer avoir ce petit moment, ce petit rituel, alors que moi, j'aurais bien voulu aller ailleurs. Ouais, moi, non. J'ai eu un McDo à côté de chez moi quand j'habitais à la Motte Piquet, à Paris. Et en fait, tous les matins, tu sors de chez toi. Ah, mais celui du Monoprix, à quoi face du Monoprix. Et t'as l'odeur de gras dans la rue dès 7h30 du matin. Et encore, ils ont fait des efforts. Hein. Ouais. Depuis qu'ils ont leur petite installation, là, où t'as l'impression que maintenant, pour commander un burger, maintenant, il faut un iMac ou des trucs comme ça. Ils font un petit effort sur le côté. Mais moi, ça m'a vacciné, du coup, ça fait, je sais pas, ça fait 7-8 ans que je suis pas... les seules fois où je rentre dans un McDo, c'est parfois genre pour la glace, parce que la glace à 2h du mat. Même pas une pulsion du chicken McNuggets à 2h du mat. Non, les seuls endroits où je mange du McDo, pour le coup, c'est au Maroc, mais parce que c'est sale. Enfin, c'est pas que c'est sale, c'est qu'en fait, du coup, au Maroc, il n'y a pas du tout les mêmes restrictions. Ce qui est sale et bon, j'ai bien compris. Non, mais... c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes restrictions niveau sel et tout ça. Et du coup, quand tu manges un burger au Maroc, il est bien salé, trop, du coup, là, c'est pas bien. Mais écoute, les rares fois où j'ai mangé KFC dans ma vie, c'était en Égypte. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Et j'ai jamais été aussi malade de ma life. Et je me souviens ensuite, j'ai visité des mosquées et tout, et j'étais là genre sur les toilettes et tout. C'était horrible. Je sais pas si c'est parce que j'avais pris spicy quelque chose et tout, mais c'est trop con parce qu'en fait, le poulet frit, en plus, c'est tellement noble le poulet frit en tant que objet culinaire. Il y a plein de manières de faire le poulet frit. On a bien compris que le poulet frit c'était important pour toi. Ah non, mais j'adore le poulet frit, mais de ouf. J'adore le poulet frit. Il y a le poulet frit à la coréenne, le vrai KFC, Korean Fried Chicken. Il y a non, mais le poulet frit, c'est tellement beau. C'est vraiment la magie, le poulet frit. Et le voir, parce que j'ai pris un KFC il n'y a pas si longtemps, à la naissance de mon enfant, et je me suis dit, bon, il me faut un truc. Là, tu sais fêter les événements. Non, mais j'étais tout seul. Non, au contraire, j'étais tout seul. Et il fallait que je fasse une commande, genre à côté de la maternité, j'avais pas le choix. Il n'y avait pas beaucoup de choix, c'était dimanche et tout. J'ai dit, ok, je vais faire un truc sale, je vais prendre un KFC, je n'ai pas pris depuis longtemps. Et tu sais quoi, ça vaut pas le coup.
Ça vaut pas le coup. Le meilleur de tes souvenirs, tu divises par 3 le meilleur de tes souvenirs et t'obtiens à peu près ce que t'auras en KFC sur le moment. C'est dégueulasse. Alors qu'il y a des trucs super, genre chez les Coréens, il y a un truc de livraison qui fait du poulet coréen. Le poulet coréen, c'est fascinant, hein, parce que si tu vas à Séoul, tu verras, il y a des restaurants entiers de poulet frit qui sentent rien du tout, par contre, eux. Et ils ont une manière de manger ça. Ils mangent ça à 2 fourchettes. Tu pourrais croire que nous, à la baguette... Non. Ils mangent ça à 2 fourchettes. Et les 2 fourchettes, ils les utilisent presque comme des baguettes, comme ça, clac, clac, clac. Une fourchette dans chaque main. C'est fascinant à voir. Ils ont une technique de mangeage de poulet frit incroyable. Vraiment, de toute manière, la bouffe coréenne est fascinante. Hein. Mais il y a une dynamique en ce moment, en particulier de la Corée. Tu y retrouves un peu le dynamisme du Japon des années 80 et 90. Quoi. Il y a vraiment un truc qui se fait de Korean Wave ultra impressionnant et pas juste de la K-pop. D'ailleurs, je le dis parce que dans le label Podcut ou Multimorphose, il y a aussi un podcast qui s'appelle Gonbe, qui est un podcast sur la Corée. Donc, si ça intéresse les gens, allez écouter Gonbe, c'est très très sympa. Gonbe, oui. Donc donc c'est le chin-chin, quoi. Oui, Gonbe. Ouais, c'est ça. Oui, Gonbe. Voilà. Mais en fait, il faut savoir, c'est que Gonbe... mais en fait, il y a Kampai en Chine, et Gonbe, en fait, il y a une racine asiatique assez fascinante si tu t'intéresses linguistiquement. Ça me rappelle mon premier voyage au Japon. J'étais en 94. Et... J'avais 2 ans. Ouais, j'en avais plus. Traite-moi de vieux. Pardon. Et je me souviens qu'il y a eu ce fameux moment où ils m'ont dit comment on dit santé en... Et moi, innocemment, je leur dis chin-chin. Et je me souviens que le père de famille, qui était un médecin, genre un notable. Ouais, un vrai. Il me dit non, tu rigoles. J'ai fait non, c'est vrai. Ben écoute, c'est en cassant des pots qu'on devient forgeron, tout ça. Ouais. Voilà, c'est non, mais après, la bouffe japonaise est assez fascinante. Je comprends que les gens soient fascinés par la bouffe japonaise, mais surtout il y a un truc de dynamisme en ce moment où elle est en train de se mettre à la page des grandes capitales des États-Unis, où il y a vraiment ou jusqu'à maintenant, hein, je sais pas, post-Covid, je sais pas comment ça passait, mais vraiment une dynamique. Et on trouve des restaurants high concept. J'ai été dans un restaurant il y a 2 ans qui était tenu par des gaijins, où c'était un restaurant qui servait que des pâtes à la truffe blanche. Mais c'était délicieux, hein. Pâtes à la truffe blanche. Et en musique et en habillage sonore du restaurant, c'était que Led Zeppelin. Un album de Led Zeppelin. C'est génial, c'est ça. Génial. Et c'est pas si cher que ça, hein, franchement. Alors, c'est ça le truc. Ça, c'est où c'est... Je te retrouverai l'adresse, si tu veux. Non, mais c'est au Japon ou en France? C'est au Japon, c'est au Japon, ouais. bien sûr. Ah ben non, une idée comme ça, un resto qui sert qu'un seul plat. Il y a bien des bars à céréales. Ouais, mais ça, c'est du pipeau, ça. Non, mais bon... Voilà, bref. Non, mais il y a toujours des restos high concept assez rigolos. Il y a en ce moment, en plus, ce qui est intéressant, parce que, bon, comme j'y allais souvent, tu vois les évolutions, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits sur à défaut que ça soit végétarien, parce que le végétarien, par contre, c'est très compliqué au Japon. Ils y sont pas encore. Il y a des applis pour détecter les restos végétariens, et à chaque fois, c'est comme les boules de cristal dans Dragon Ball, c'est à l'autre bout de la planète. mais là, par exemple, ils font un effort sur la bouffe halal, puisqu'en plus, il y a une communauté indonésienne, il y a de plus en plus musulmans, et donc du coup, ils font des efforts. Il y a une chaîne entière qui fait des ramen, mais au bœuf. Donc, non, ils sont en train de bouger un petit peu leur acceptation. Bon, après, il y a une particularité qui me fout en rogne avec le Japon, c'est que tous leurs restaurants sont fumeurs. Ah ouais, je vois ta tête. C'est... Alors, l'argument était qu'au fur et à mesure des Jeux Olympiques arrivant, ils allaient faire un effort. Mais comme les Jeux Olympiques ont été retardés d'1 an, je vais envoyer un SMS à un ami japonais pour savoir où ça en est. Mais voilà, c'est incroyable de... Genre les bars et les restos. Les bars et les restos sont fumeurs. McDo, jusqu'à il y a 3 ans, était encore fumeur. Hein. Il y a tant de gens que ça qui fument? Oui, non, mais surtout, ils n'ont pas le droit de fumer dans la rue. Ah ouais, oh putain. Donc, ils fument pas dans la rue. Donc, le truc, c'est qu'ils fument au resto. Mais quelle est la logique là-dedans? Et en plus, c'est une civilisation qui mange beaucoup au resto, en fait.
parce que la bouffe, en fait, à faire soi-même est très très cher. Donc ils sortent beaucoup, en fait. Ils ont des petits appartements pour les gens en ville aussi. Peut-être Oui, ça, il c'est y a compliqué de ça, cuisiner. il y a donc, ça, mais aussi, simple fait, si tu vas au supermarché, ça te revient, je sais pas, je suis passionné par les oursins, donc je regarde le prix des oursins. Si tu veux ton plat d'oursin, ça va te coûter presque aussi cher que de prendre tes pâtes aux oursins au restaurant, quoi. Vraiment, il y a un rapport de prix assez étonnant avec les supermarchés, quoi. Les gens la bouffe ne coûte pas cher quand tu es au resto. Ouais. Mais quand tu vas, quand tu vas sur place, tu te rends compte. Et la bouffe au Japon coûte pas cher. Si tu veux manger, tu peux manger. Il faut savoir ça. Il y a un truc. Je connais bien un quartier au Japon où c'est entouré que par des salarymen. Et en fait, c'est un quartier Que fascinant. des quoi Salarymen, les mecs en col blanc. Ok. Donc ils vont bosser le lundi au vendredi. Ok. La particularité de ce quartier, c'est Kanda. C'est que évidemment, donc c'est que des salarymen, donc le week-end il y a personne, donc le quartier est mort samedi dimanche, donc tous les trucs, tous les échoppes de bouffe ferment, et aussi tous les trucs malfaisants, les bars à hôtesses, les maid café, tout ça ferme tout d'un coup. Ultra activité le reste de la semaine. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est hallucinant de voir d'abord leur niveau de vie est en train de graduellement baisser, et ils sont ils sont dans une phase de leur vie où ils sont en train de se dire bon, il faut qu'on passe au wine coin meal. Wine coin meal, ça veut dire tu manges pour une pièce. Une pièce. Alors oui, c'est vraiment le défi. Il y a des gens qui essayent de manger pour une pièce. Et en sachant que la pièce la plus forte au Japon, c'est 500 yens. Donc 500 yens, tu peux manger pour 4 euros, quoi. Et tu peux aller dans des chaînes. Il y a des chaînes où tu peux avoir des... Il n'y a pas que les Yoshinoya, qui est la grande chaîne de Gyudon, mais il n'y a pas que Yoshinoya, il y a plein d'autres chaînes, il y a plein de manières de manger pas cher. Et à contrario, le gros luxe, là-bas, ne coûte pas très cher. C'est-à-dire, si tu veux vraiment t'éclater la panse avec un resto inoubliable dans ta vie, un resto étoilé, le rapport par rapport à un resto français, tu vois, ce ne sera pas l'arpège. Arpège, tu vas payer 800 euros pour 2 personnes si tu fais la nuit, le night. Si tu fais le menu découverte, je sais pas quoi. Enfin, j'ai dit l'arpège, mais c'est qu'un seul exemple. Le gros luxe au Japon coûte moins cher. Et c'est un truc, genre, Et par contre, ça sera luxueux, hein, ça Mais ouais, non, il y a vraiment des... Voilà, il faut voyager pour découvrir tout ça. Désolé. Ça me donne envie de retourner un peu en Russie parce que j'ai décidé de pas retourner en Russie sous Poutine, donc je risque d'attendre. On m'a dit quoi, 2032, il a fait passer une loi pour 2032, mais la bouffe russe sur place est assez fascinante et la manière dont elle s'est modernisée très vite, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une grosse communauté asiatique en Russie. La Russie, littéralement, il y a toutes les communautés du monde. Et donc du coup, les goûts ont un peu évolué. Ils ont des sushi bars formidables. Ils ont énormément de moyens. Le seul truc, c'est que je suis curieux de voir comment le pays va évoluer avec les diverses crises successives et surtout un président élu pour... je sais pas combien de temps il va rester. Ouais, est-ce qu'il va être encore vivant? Est-ce qu'ils vont pas le... N'empailler. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais ils ont déjà fait avec des présidents. Voilà. Ok. Est-ce que tu manges sucré parfois? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles vachement de salé, je trouve. Je suis pas un mec à sucré. Ouais, c'est ce que je me rends compte de alors d'abord, un truc, c'est que quand je me suis fait engueuler sur mes podcasts parce que j'en ai parlé une fois, j'ai reçu 2 mails. C'est rare que je reçois des mails directement envoyés sur un truc que j'ai fait, mais j'avais parlé d'une diète que j'avais entrepris. Pourtant, une diète que j'avais entrepris avec mon médecin, genre vraiment, j'avais fait une diète pour me préparer. À l'époque, je voulais perdre du poids pour... j'étais pas obligé, mais je voulais me préparer physiquement pour aller au Kilimandjaro, que j'ai fait l'année dernière, donc en 2019. Mais je voulais me préparer un peu, et genre, pas uniquement que sportivement, mais aussi pas que mentalement, mais aussi juste descendre d'un gabarit. Et du coup, j'avais parlé de ma diète que j'avais entrepris, et j'ai reçu des mails genre, on doit pas faire ça, et tout. Et du coup, j'évite j'en parlerai pas plus, mais j'évite toute forme de sujet autour de tout ce qui peut être santé, healthy, diététique, parce que c'est touchy et plein de gens ont un ressenti très différent, et visiblement, ils étaient très très courroucés par ce que j'ai dit. Alors que mais c'était ton ressenti, tu disais pas faites ça. Non, surtout, je dirais pas ça, et surtout... même en tant que diète, en tant qu'alimentation, chacun a son alimentation qui lui correspond.
Et il faut faire attention, c'est pas un truc qu'on fait au hasard. J'entends qu'on soit en période où on fait attention, ou qu'on fasse pas attention. On a tous une manière de s'alimenter qui nous est propre. Et voilà, enfin, jamais je dirais à des gens faites ceci, faites cela, mais en tout cas j'ai entrepris cette diète. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est le moment où j'ai découvert que le sucre, c'est le pire des trucs, quoi. Et je suis désolé pour toi, mais... Ah ouais, non, moi, c'est un peu la base de ma vie. Bah non, mais le sucre, c'est... le sucre, c'est vraiment le plus... C'est l'aliment le plus néfaste, en fait. En tant que... pour le garder en soi, le machin, Ouais, on en a besoin de toute façon, le sucre. Mais c'est vrai que... Bah, justement, le but... moi, à l'époque, je m'étais privé vraiment de sucre. Et... mais du coup, ouais, je suis pas... Mais ça tombait bien parce que je suis pas un mec à sucrer. Alors, tu vas pas te faire des gâteaux de folie et tout ça? Non, on m'avait appris de faire des gâteaux et tout ça, mais en fait, je laisse ça aux professionnels. Vraiment. Genre, je suis pas un mec à sucrer. J'aime bien. Mais un bon crumble, là, c'est pas une question de professionnel, par exemple. Bah, moi, la dernière fois que j'ai fait un crumble, j'ai fait un crumble aux asperges. Un crumble parmesan. J'ai fait un crumble avec un crumble parmesan. Ouais. Gros succès. Pas très compliqué. Et maîtriser un bon crumble, c'est pas évident. Hein. Mais j'ai des courgettes et du parmesan. Je sais ce que je mange ce soir, merci. Bah voilà. Mais tu les fais comment, tes courgettes? Oh là, je les coupe. Mais t'as un cuit vapeur? J'ai rien. Parce que le cuit vapeur, c'est super. J'ai pas une grande cuisine, j'ai pas beaucoup de place. Et tu sais quoi? En ce moment, la personne à qui je fais le plus à manger, c'est mon fils. Et je veux lui filer le moins de pots possible. J'aime pas les pots, en fait. J'ai goûté les pots en plus, c'est pas bon en fait. Je comprends pas que t'as pas le vrai goût de l'aliment. Alors bien sûr ils sont sains parce qu'ils sont super surveillés, mais c'est une autre dimension de bouffe donc. Et mais du coup moi je lui fais par jour, je lui fais un légume ou un fruit, je lui fais la découverte et je coupe moi-même. Je vais choisir moi-même les fruits, j'attends le bon moment pour qu'ils soient prêts. Et j'ai essayé une fois de faire des fruits en boîte pour voir leur réaction. Et évidemment, il aime moins. C'est dégueulasse, les fruits en boîte. Genre un cœur d'artichaut en boîte, il sera jamais aussi bon qu'un vrai cœur d'artichaut. Et donc, du coup, je lui donne... J'ai toute une série de fruits et légumes que je fais comme ça. Et j'essaye d'alterner tous les 3 jours. Parce que là, il a quel âge? Il va avoir 6 mois dans quelques jours. Ok. Et du coup, il a tout. Il a essayé pêche, banane, brugnon... pommes, poires, tout ce que tu veux. Tu préfères quoi pour l'instant? La banane, c'est un vrai succès. Hein. La banane, tu sais, la compote de banane. Mais sinon, la compote de pommes, tu manques jamais une compote de pommes. Poire, c'est plus délicat parce qu'il est plus liquide. Et sinon, en salé, j'ai tout fait aussi. Hein. Et alors, les gens disent fenouil. Fenouil, c'est méga bon. Le fenouil, c'est trop bon. Mais j'ai aussi un fenouil dans mon plat. Mais le fenouil, si tu le prépares bien, c'est trop bon le fenouil. Déjà, j'ai vu quelqu'un découper un fenouil pour la première fois il y a 2 semaines. Je pense que j'avais jamais... Quoi, ici chez toi? Alors pas ici chez moi, mais j'étais avec YouTube ou... Non, j'étais avec des potes et en fait, ils avaient acheté un fenouil et j'ai vu... Ok, j'ai même... Tu coupes les tiges. Ouais. Et ensuite tu coupes le cul. La partie dure, il faut l'enlever. Et une fois que tu as enlevé ça, après, tu enlèves peut-être la première peau et après, voilà, c'est bon. Ton fenouil, tac, 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 tu le coupes. Ouais, c'est tellement chelou comme ingrédient. Enfin, tu le prends par quel bout? Surtout quand on dit que tu coupes le cul, c'est bizarre. Ok, ouais, donc, mais du coup, les courgettes, tu me conseilles de les couper comment? Enfin, je sais pas. Les courgettes, tchac, 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 il n'y a pas de. D'accord, non, mais j'ai pas. C'est très visuel, tchac, tchac, tchac. Mais... Ouais. Non, la principale, c'est comment tu le cuisines, quoi. Mais après, t'as de l'huile d'olive. Oui, la base. Oui. Ah bah voilà, l'huile d'olive, Non, mais je suis à la fois marocaine, marseillaise et bretonne. Donc autant te dire que dans le gras, on est bien. Oui, je pense que tu... Et l'alcool, non? Ouais, c'est pas c'est mal. C'est le breton qui m'est resté. Ouais, mais moi, du coup, le marocain, on a un peu d'alcool, mais pas tant que ça. Mais ouais, du coup, ok, bah... Donc l'huile d'olive, est-ce que je l'ai fait revenir avant? On est d'accord, tu peux les faire revenir à la poêle après. Oui, parce qu'après, si je les mets dans le plat, ça va trop dégorger. Enfin, si je mets directement les courgettes et avec le truc dessus, et hop, au four, genre plein d'eau partout. Et avec le truc dessus, c'est quoi le truc? J'ai le mot topping qui me vient en tête, mais le parmesan et toute la préparation pour le reste. Ah ouais, moi je les ferais revenir avant et ensuite je ferais au four. Mais après, il y a tellement de manières. La meilleure manière, ce sera celle qui te conviendra. Hein, c'est surtout que là, il faut que je finisse tout ce qu'il y a dans le frigo vu qu'on part samedi. Mais ok, mais grâce à toi, je sais ce que je mange ce soir. Grâce à toi, je sais que je pars pas en vacances samedi. On finit là? Non, on finit là. Tac. C'est toi le boss.
Multimorphose est un podcast collaboratif, donc si vous avez une idée de podcast qui tient en un épisode ou en un sujet, vous pouvez le proposer à Multimorphose. Pour nous contacter, regardez dans la description de l'épisode, le mail est indiqué. Multimorphose est un podcast du label Podcut. Vous pourrez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio et contribuer à notre Patreon sur patreon.com/podcut. À très bientôt pour un prochain épisode de Multimorphose.